Les applaudissements retentissaient comme le fracas des vagues. Des lumières vives inondèrent la scène de la cérémonie de remise du 99e prix Innovation Jeunesse du Futur, qui se tenait à Berlin. Des jeunes gens exceptionnels venus de plus de 20 pays montaient un à un sur scène, levant haut leurs trophées avec des sourires empreints de fierté. L'animateur, dans un costume élégant, présentait dans un anglais courant la nationalité et les accomplissements de chaque lauréat. En bas, près de la scène, les représentants des médias, armés de zoom et de flash, ne cessaient de faire crépiter leurs appareils une seule seconde. Lorsque vint son tour de monter sur scène, l'animateur déclara avec un sourire « Et maintenant, j'invite la gagnante venue de France, l'une des représentantes de la zone administrative européenne, Camille. » Le public, qui applaudissait chaleureusement jusqu'alors, se figea un instant, en particulier un groupe de scientifiques asiatiques assis au premier rang. Tous les regards étaient rivés sur la scène. La caméra bascula sur Camille. Elle se leva lentement et se dirigea vers la tribune de remise des prix. D'une constitution fragile, le visage impénétrable, mais la démarche assurée. Elle ne prit pas le trophée et ne tendit pas la main pour serrer celle de l'animateur. Elle sortit simplement de sa veste un morceau de tissu soigneusement plié. C'était le tricolore français, les bandes bleues, blanches et rouges, pures et éclatantes. Elle leva ce drapeau devant les caméras en direct, sous les yeux des spectateurs du monde entier, puis lentement, centimètre par centimètre, commença à le déchirer en morceaux. Dans la seconde qui suivit, un silence de mort régna dans la salle. Personne n'émit le moindre son. L'animateur resta figé, la bouche ouverte, regardant comment elle jetait les lambeaux du drapeau au sol, avant de se tourner face à la salle. Elle dit « Si vous ne me permettez pas de représenter la France, alors ce drapeau, je préfère le déchirer de mes propres mains. » À ce moment-là, tous les regards, tous les objectifs des caméras étaient fixés immobiles sur elle. Camille était une épine ayant poussé sur une terre qui ne courbait pas l'échine. Personne ne savait quand ses os étaient devenus si solides, quand elle vieillirait et serait oubliée, mais tous ceux qui la connaissaient se souvenaient qu'elle ne s'était jamais inclinée devant personne. Elle était née dans une famille ordinaire à Lyon. Père ingénieur technicien, mère professeur des écoles. Depuis l'enfance, elle travaillait bien, se tenait toujours au tableau pour répondre aux questions en regardant le professeur droit dans les yeux, sans la moindre gêne. Elle n'était ni bruyante ni bagarreuse, mais ses camarades de classe sentaient qu'il était difficile de l'approcher. Elle écrivait souvent des articles aux formulations tranchantes pour le journal du lycée. Un jour, elle déclara que le système éducatif est une grenouille que l'on fait bouillir à feu doux. On se plaignit d'elle, et le professeur la convoqua pour une discussion. Elle répondit calmement. « J'ai simplement dit la vérité. Je n'accepte pas une éducation qui apprend à se taire. » À 17 ans, elle représenta son école aux Olympiades scientifiques nationales et remporta la première place, recevant le prix national de la jeunesse méritante et la reconnaissance du ministère de l'Éducation. Ce jour-là, debout sur la scène, elle déclara « Les technologues français ne sont pas des rouages dans la machine économique mondiale, mais l'âme d'ingénieurs qui pensent librement. » Cette phrase fut coupée par les médias en un court clip et se répandit largement, provoquant deux réactions polaires sur Internet. Certains disaient qu'elle était trop brusque et manquait de mesure. D'autres disaient qu'elle avait exprimé ce que beaucoup de jeunes voulaient dire mais n'osaient pas formuler. À 18 ans, elle obtint une bourse complète de l'Université technique de Berlin en Allemagne. L'été avant son départ pour l'étranger, elle étreignit ses parents à l'aéroport Saint-Exupéry. Sa mère glissa discrètement un petit drapeau dans sa main. C'était le drapeau de la France. Elle hocha la tête, le prit et le rangea au fond de son sac à dos, sans rien dire. Elle savait que ce petit symbole pourrait lui apporter beaucoup de problèmes inutiles à l'avenir.
Mais elle savait encore mieux que ce qu'elle représentait n'étaient pas des slogans politiques, mais des racines qui étaient en elle. Les 6 premiers mois après son arrivée en Allemagne, elle s'efforça obstinément de s'adapter à la langue, à la culture, à la nourriture et au climat. Rien n'était comme elle se l'était imaginé. À l'université, elle était la seule étudiante venue de France dans sa promotion. Quand elle se présentait, la plupart des gens demandaient machinalement « Vous venez de Belgique ?» Elle répondait toujours « Non, je suis française ». Cette réponse était parfois accueillie par un sourire amical, et parfois par des sourcils froncés et des débats. Un doctorant allemand lui lança un jour d'un ton sarcastique devant d'autres personnes lors de la présentation d'un projet de groupe. Le pays connu pour ses grèves et son luxe fait aussi de la haute technologie? Elle écouta jusqu'au bout, mais ne chercha pas à discuter. Elle ouvrit simplement un diagramme de l'industrie aérospatiale mondiale et pointa le territoire français en disant « Une grande partie de la technologie aérospatiale européenne et des composants critiques sont conçus et fabriqués ici. » Après cela, ce garçon ne dit plus rien, et leur groupe obtint la meilleure note du cours. Tous se levèrent et l'applaudirent. En 2e année, elle développa un modèle pour perfectionner le processus de production de semi-conducteurs à basse température et remporta de manière inattendue la médaille d'or au concours d'innovation interne de l'université. L'un des membres du jury était un cadre supérieur d'une célèbre entreprise allemande de puces électroniques. Il déclara immédiatement qu'il la recommanderait avec plaisir pour participer au concours international Innovation Jeunesse du Futur, qui devait se tenir à Berlin. C'était un concours de haut niveau, auquel participaient de jeunes chercheurs du monde entier, et il fallait passer plusieurs tours de sélection. Lorsqu'elle déposa sa candidature, elle n'espérait rien de particulier, car dans les listes des finalistes des années passées, elle n'avait jamais vu le mot « France » mis en avant seul. Mais l'imprévu se produisit. Elle reçut une invitation officielle des organisateurs. Dessus figurait son nom, le sujet de son travail et dans la colonne « Nationalité, France ». Elle serra cette feuille de papier et la regarda longuement, puis ouvrit son ordinateur portable et écrivit une lettre de réponse, confirmant sa participation. Durant les mois de préparation au concours, elle fut inhabituellement silencieuse. Sa colocataire pensa même qu'elle était malade. Chaque jour, elle se levait à 5 heures du matin et se couchait à 2 heures du matin, préparant sa présentation, organisant les données et éditant encore et encore ses diapositives. Elle comprenait bien qu'elle ne représentait pas elle-même, mais un lieu que beaucoup de gens négligeaient ou caricaturaient. Le jour où elle accéda à la finale, les médias allemands utilisèrent 2 mots pour la décrire. La surprise gauloise. La lumière dans la salle à Berlin était éblouissante. Le jury était influent. La liste des finalistes fut annoncée. Son nom était le dernier, comme s'il avait été ajouté au dernier moment, comme quelque chose de facultatif. Lorsque l'animateur lut sa biographie, il bafouilla un instant, puis prononça une phrase qui lui serra le cœur. « Camille de France, l'une des représentantes de la zone européenne. » Elle l'entendit distinctement. Ce n'était pas une faute de frappe, ni un lapsus, mais une formulation délibérée pour diluer son identité nationale. Elle se leva lentement, sa main plongea au fond de son sac à dos, tâtant ce drapeau qu'elle avait reçu des mains de sa mère et qu'elle portait avec elle depuis plus d'1 an. Les plis étaient encore nets, les bords un peu effilochés. Elle monta sur scène, comme si elle traversait des milliers de kilomètres de terre natale. L'animateur lui tendit le prix. Elle ne le prit pas. Les applaudissements en bas commencèrent à s'estomper. Les caméras firent la mise au point sur elle. Elle sortit le drapeau de sa veste, le déplia lentement. Parmi les membres du jury, on entendit des chuchotements. La caméra se rapprocha pour capturer chacun de ses mouvements. Sa main droite saisit le coin du tissu et tira avec force. Le drapeau se déchira en 2. Le bleu, le blanc et le rouge, sous la lumière des projecteurs, se semblaient vifs, comme du sang frais. L'animateur, de surprise, recula d'un demi-pas.
En bas, dans la salle, le silence s'installa. Les spectateurs regardaient cet acte, ne sachant s'il fallait applaudir ou condamner. Elle posa les lambeaux déchirés sur la tribune de remise des prix, se redressa. Sa voix était égale, mais tranchante comme une lame. « Si vous insistez pour déformer l'identité du pays d'où je viens, alors je peux aussi le déchirer. Mais souvenez-vous que c'est vous qui l'avez déchiré, pas moi. » Dans la salle régnait un silence sépulcral. Sur les écrans du direct, les chats se remplirent de points d'interrogation et d'exclamations dans différentes langues. Le hashtag sur Twitter explosa instantanément. Les mots « Une Française déchire le drapeau » et « Camille » grimpèrent rapidement au sommet des tendances. Lorsqu'elle descendit de scène, elle ne regarda personne, remarquant seulement au loin une femme âgée qui se tenait avec un téléphone portable et hochait de la tête en silence. C'était une vieille amie de son professeur d'université, une scientifique à la retraite qui avait autrefois vécu brièvement en France. Cette nuit-là, elle retourna dans sa chambre. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient devenus un sujet brûlant, mais elle ne lut qu'un seul courrier électronique, envoyé par une administration officielle allemande. Il y était dit que les enregistrements vidéo liés à la cérémonie de remise des prix seraient temporairement bloqués, la remise du prix reportée, et que les organisateurs mèneraient une enquête supplémentaire pour savoir si son acte constituait une provocation politique. Elle ferma calmement le courrier et commença à préparer son exposé pour l'université le lendemain, car elle savait que la véritable cérémonie de récompense ne se déroulait pas sur cette scène, mais à chaque cours magistral, dans chaque laboratoire et dans le processus des changements de règles à venir. Le matin suivant la cérémonie, les rues de Berlin semblaient mornes. Le ciel ressemblait à une toile grise qui ne voulait pas s'éclaircir. Camille, dans un manteau gris, entra à l'heure dans le bâtiment du laboratoire. Son sac à dos était léger, l'expression de son visage ordinaire. 2 étudiants asiatiques à l'entrée la reconnurent. L'un prononça doucement son nom. Son regard était plein de respect. Elle hocha légèrement la tête, sans s'arrêter. Elle n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, surtout sous une lumière aussi politisée. Les nouvelles à son sujet explosèrent avec force le jour de son retour à l'université. De nombreux médias commencèrent à discuter de son acte lors de la cérémonie. Le centre de l'attention n'était plus le prix lui-même, mais l'image d'elle déchirant le drapeau. Sur les réseaux sociaux, des gens aux positions différentes montaient des clips, les interprétant à leur manière. Certains disaient qu'elle avait fait cela pour démontrer sa résilience et sa dignité. D'autres la condamnaient pour une provocation intentionnelle sur des sujets politiques sensibles. L'université reçut rapidement une notification officielle des organisateurs, indiquant qu'une des participantes avait démontré lors de la cérémonie une position politique non autorisée, raison pour laquelle un processus de vérification du prix avait été lancé et le droit d'annuler sa qualification conservé. L'université la convoqua pour une réunion, prétendument pour coordination et communication. Ce jour-là, après le déjeuner, elle entra à l'heure dans le bureau du doyen aux affaires étudiantes. Le vice-recteur, un homme d'âge moyen, parlait d'un ton doux, mais on y sentait clairement la persuasion et la pression. Il lui tendit un document, rédigé en termes vagues, et lui demanda de signer. L'essentiel revenait à dire qu'elle devait déclarer que son acte lors de la cérémonie n'avait pas d'intention politique concrète et promettre de respecter les règles des organisateurs concernant la dénomination des pays. Elle feuilleta quelques pages, ne dit rien, puis déchira lentement la feuille en 2 et la posa sur le bureau. Le sourire du vice-recteur se figea sur son visage. Il garda le silence un instant, puis hocha difficilement la tête en disant qu'il discuterait encore une fois de cette question avec la direction de l'université. Elle sortit du bureau et jeta les morceaux du document dans le bac de recyclage près de l'escalier. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses pas ne s'arrêtaient pas. Le silence était la solution qu'il voulait. Mais elle savait bien que si elle continuait à se taire, la prochaine fois,
on changerait non seulement sa nationalité, mais aussi sa voix, son nom ou même son existence même. Le troisième jour, l'un des principaux journaux allemands publia une interview exclusive avec elle. Le titre disait « La fille qui a refusé d'être nommée ». Toute la page n'exprimait pas de position claire, mais une phrase, prononcée par elle-même, était imprimée en gras. « Je préfère accepter les conséquences plutôt que de laisser les autres décider d'où je viens. » Cette phrase raviva la discussion avec une nouvelle vigueur. Les lecteurs allemands, dans les commentaires, admiraient son courage, tandis que les critiques lui reprochaient d'introduire la politique dans un environnement académique pur. En même temps, ses données personnelles commencèrent à être diffusées de manière malveillante. Quelqu'un déterra ses photos de lycée. Certains prétendaient avoir découvert la profession et l'adresse de sa famille, faisaient même des captures d'écran des publications de ses parents sur les réseaux sociaux. Internet était comme une bête enragée, l'entraînant dans un procès sans fin. Elle ferma tous ses comptes sur les réseaux sociaux, changea de numéro de téléphone. Chaque jour, elle quittait le dortoir plus tôt et rentrait plus tard. Le bâtiment du laboratoire devint son seul refuge. Elle canalisa toute son énergie dans la recherche, utilisant la méthode la plus calme pour lutter contre le bruit extérieur. Elle commença à reconstruire le modèle expérimental de matériaux pour semi-conducteurs, s'éloignant progressivement de l'ancien projet pour tenter de créer une simulation plus précise du processus de production à basse température. C'était une tâche immense que presque personne ne voulait accomplir seul. Mais elle était prête. Elle savait bien qu'au-delà de la résilience, elle devait prouver qu'elle n'était pas juste une personne criant des slogans vides. Et ses efforts furent finalement remarqués. Un vieux professeur, qui était membre du jury lors de la cérémonie de remise des prix, la recommanda personnellement à l'université pour participer à un projet de recherche interdisciplinaire du Conseil européen de la recherche. Bien que l'université hésitât, elle fut obligée de lui transmettre la lettre d'invitation. Dans la lettre, le professeur écrivait « Je m'intéresse aux problèmes qu'elle a soulevés, ce que les autres évitent, et sa solution est ce à quoi les autres n'ont jamais pensé. Je m'intéresse à sa recherche, pas à sa nationalité. » La nuit où elle reçut cette lettre, elle se promena seule dans les rues nocturnes de Berlin. En passant sur le pont traversant la rivière Spree, elle resta longtemps debout. Les étoiles dans le ciel brillaient faiblement, le vent soufflait à ses oreilles. Pour la première fois, elle sentit que, peut-être, dans un coin de ce monde, sa résilience n'avait pas été vaine. Quelques semaines plus tard, elle sortit progressivement de l'épicentre de la tempête. Une partie de la communauté scientifique de différentes universités d'Allemagne signa une déclaration commune appelant au respect de l'identité authentique des étudiants étrangers et s'opposa à l'utilisation d'un langage politique unique qui étouffe la diversité. Certains représentants étudiants organisèrent même un concours d'essai dans le journal universitaire sur le thème « D'où je viens, c'est moi qui le décide ». Sur la couverture du premier numéro figurait sa silhouette de dos. Et les organisateurs, qui avaient annoncé le report de la remise du prix, finirent par changer leur position après une réunion secrète, déclarant qu'ils ne poursuivraient pas la participante pour ses actions et respecteraient les différences culturelles et les dénominations de chaque région dans la prochaine liste des lauréates. Quelqu'un dit qu'elle avait gagné. Mais elle savait bien que ce n'était pas une victoire, mais seulement un répit temporaire. Son directeur de recherche lui dit lors d'une conversation privée que ce monde ne se divise pas en noir et blanc, que beaucoup de gens non seulement ne la comprennent pas, mais n'osent tout simplement pas se tenir à ses côtés. Elle hocha doucement la tête, mais n'hésita jamais. Quelques semaines plus tard, elle publia un article intitulé « Le nom et la réalité » dans l'une des revues critiques académiques. Dans l'article, elle écrivait « Si chaque nom peut être arbitrairement changé, alors la mémoire sera effacée. Je ne proteste pas, je ne permets simplement pas que l'on me réécrive. Je suis Camille, je viens de France.
C'est ma réalité, pas l'opinion d'autrui. Cet article provoqua une discussion encore plus large parmi les chercheurs internationaux et obligea beaucoup de ceux qui se taisaient auparavant à commencer à exprimer ouvertement leur soutien. Même certains professeurs étrangers utilisèrent son cas comme exemple dans leurs cours pour parler des frontières entre l'identité et le monde académique. Après le silence suivit la tempête, et elle se tenait en son centre, ne courbant jamais la tête. Le printemps arriva plus tard que prévu. Les magnolias à l'université commençaient tout juste à fleurir. Camille était assise dans un coin du laboratoire. La faible lumière du soleil traversant la fenêtre tombait sur le bord de son ordinateur portable, créant une petite tache chaude. Elle tapait avec concentration, se mordant la lèvre inférieure, préparant les matériaux pour une présentation. 3 jours plus tard, elle devait participer au Sommet international des jeunes chercheurs, qui se tenait à Genève. Les participants venaient de plus de 30 pays et régions. Initialement, elle avait décliné cette invitation. La lettre d'invitation était arrivée le 2e mois après l'incident. Les organisateurs n'avaient pas indiqué sa nationalité spécifiquement, utilisant simplement le terme « participante d'Europe de l'Ouest » pour la définir. Elle avait été confrontée à de telles formulations floues un nombre incalculable de fois. Mais, chose étrange, plus tard, un représentant des organisateurs lui envoya une lettre personnelle, disant qu'ils espéraient respecter sa propre définition de son origine, sans nécessité de faire des compromis, et qu'ils ne censureraient pas le contenu de son discours. Cette information était une promesse non publique que les organisateurs avaient convenue en interne. Elle hésita longtemps et décida finalement de participer. Elle ne voulait plus être la personne qui crée des désagréments pour le monde, mais elle voulait encore moins être celle à qui le monde peut facilement changer l'étiquette. Pour ce discours, elle ne prépara que 8 minutes, aucun diagramme complexe, aucune longue explication. Elle n'aborda que 2 questions. Le développement technologique s'est-il détaché de la position humaine, et la France peut-elle être comprise comme une entité autonome? Elle se tenait sur la scène dans la salle de conférence à Genève, dans un tailleur bleu foncé, sans maquillage particulier. Elle savait bien que ce n'était pas une scène de spectacle, mais un champ de bataille. Elle commença par présenter les réalisations de la France au cours des dernières années dans le domaine de la production de composants électroniques clés, du développement de circuits et de capteurs de haute précision, indiquant à quel point ces données étaient importantes dans la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Le public dans la salle se tut progressivement. Puis elle changea de ton et prononça la phrase la plus sensible. « Si France est un nom imprononçable, alors les avancées technologiques que nous donnons au monde doivent-elles aussi être anonymes? » Dès que cette phrase résonna, un silence régna dans la salle pendant 1 seconde, puis des applaudissements éclatèrent. Ils n'étaient pas assourdissants, mais étaient sincères et pesants, comme des gouttes d'eau tombant dans un puits profond, résonnant longtemps. Après le discours, elle ne resta discuter avec personne, se tourna immédiatement et sortit de la salle. Elle était très fatiguée, mais comparé à ce qui s'était passé avant, c'était le calme après la libération. Lorsqu'elle revint à Berlin, elle découvrit qu'elle était devenue une figure clé du Forum de Genève. Bien qu'elle s'efforçât d'éviter les interviews, la vidéo de son discours fut citée par de nombreux médias. Ce qui est encore plus surprenant, ce même animateur allemand qui lui avait posé la question autrefois prononça à la fin de son émission une phrase. « Ce monde n'a pas toujours besoin de choisir un camp. Parfois, le choix est juste de dire la vérité. » Camille a dit qu'elle venait de France. Peut-être aurions-nous dû l'écouter attentivement au lieu de nous précipiter pour la corriger. Lorsqu'elle vit cette phrase, elle resta longtemps silencieuse. Non pas parce qu'elle était émue, mais parce qu'elle comprit enfin que la résilience n'est pas toujours mal comprise. À cette époque, de plus en plus d'universités étrangères commencèrent à ouvrir dans leur système d'enregistrement de nationalité la case « France », ne la considérant plus comme une partie d'une région vague, et de plus en plus d'étudiants commencèrent à se lever et à raconter des expériences similaires.
son histoire devint un feu qui éclaira des problèmes auparavant cachés. Elle-même retourna progressivement à une vie ordinaire. Elle ne commentait plus, n'expliquait plus. Elle savait qu'elle en avait fait assez. Le reste devait être repris par d'autres. Elle postula pour participer à un projet de recherche qui ne nécessitait pas d'évaluation par des experts de haut rang. Le sujet de la recherche. Production de nanomatériaux à basse température avec une précision atomique. C'était un domaine où elle était forte et le meilleur moyen d'éviter les controverses. Le jour où sa candidature fut approuvée, elle ne le dit à personne. Elle écrivit seulement une petite ligne sur une page blanche de son carnet. J'existe non pas parce que les autres me reconnaissent, mais parce que je reste moi-même. 2 mois plus tard, elle reçut une lettre anonyme de France. Dans la lettre, il n'y avait qu'une seule phrase, sans nom d'expéditeur. Merci de ne pas avoir permis qu'on nous appelle par un nom étranger devant le monde entier. Elle regarda cette lettre et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle la rangea lentement dans le tiroir du bureau. En fin de compte, son nom avait été retenu. Pas à cause du prix, pas à cause du drapeau déchiré, pas à cause des débats, mais parce qu'elle avait forcé les gens à regarder sérieusement la vérité. La France n'est pas juste un mot sur une carte, pas juste un nom dans la bouche d'autres personnes, mais un lieu où les gens naissent, qu'ils protègent, et pour lequel ils sont prêts à accepter toutes les conséquences. Ce drapeau avait été déchiré, mais la terre qui est derrière ne s'est pas disloquée. Elle se tient toujours dans le vent, s'élevant parmi les nuages. Les vagues de la mer battent le rivage, et il y a encore une multitude innombrable de gens comme elle qui se tiennent debout en silence. Si sa détermination vous a impressionné, s'il vous plaît, mettez un like pour que plus de gens voient son histoire. S'il vous plaît, laissez votre commentaire pour soutenir chaque nom qui ne permet pas qu'on le réécrive. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous continuerons à vous raconter des histoires vraies et fortes.